Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de la mémoire pendant 1 heure et débattre après pendant une demi-heure. Donc, comme on vient de vous le dire, mon exposé s'inscrit dans un cycle de 3 conférences, donc celle de M. Soumireux il y a quelques jours, et puis celle de ce soir, celle de la semaine prochaine. Donc le thème, c'est à la recherche de la mémoire, avec des approches différentes pour chaque soirée. Donc, M. Soumireux vous a surtout parlé des travaux menés en expérimentation animale. Il vous a parlé également de certains concepts que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'était sa partie. Aujourd'hui, je vais surtout parler de neuropsychologie. C'est-à-dire, neuropsychologie, c'est l'étude de patients qui ont des troubles de mémoire. Donc, j'ai surtout parlé des syndromes amnésiques, des amnésies en général. Et comment ces amnésies nous renseignent sur la structure et le fonctionnement de la mémoire chez l'homme. Ce sera le thème de ce soir. Et puis la semaine prochaine, ce sera toujours la mémoire, la trame, mais je vous parlerai surtout des travaux d'imagerie fonctionnelle cérébrale. En quoi les études d'imagerie fonctionnelle cérébrale apportent également des éléments d'information pour comprendre la mémoire normale et la mémoire pathologique. Là, je vous parlerai notamment de la maladie d'Alzheimer, des travaux d'imagerie cérébrale dans la maladie d'Alzheimer. Voilà le but du jeu, donc n'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair, et puis on discutera aussi tout à l'heure. Quelques mots qui ont sans doute été déjà utilisés dans l'exposé précédent. Bon, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Évidemment, on va en parler pendant des heures, mais en quelques mots, la mémoire, elle permet d'encoder des informations. Il faut que les informations rentrent dans le système. Elle permet de les stocker pendant une période plus ou moins longue. Ça peut être quelques secondes, ça peut être la vie entière. Et puis, elle doit pouvoir aussi permettre de les rappeler, ces informations. Alors, ça a l'air simple. En fait, tout ça est très compliqué parce qu'on peut encoder les informations de diverses façons, soit volontairement, par exemple, soit incidemment. Vous voyez, déjà, là, il y a une multitude de façons d'encoder les informations. On peut les stocker de différentes façons. Là, par exemple, sur des durées plus ou moins longues. Quelques secondes, la vie entière, c'est pas pareil. Et puis, on peut les récupérer aussi de façon très, très diverse. En y faisant appel volontairement. Par exemple, l'étudiant qui doit composer, il fait appel volontairement à sa mémoire. Et puis on y fait appel aussi involontairement, et très souvent involontairement. C'est-à-dire que notre comportement, si je m'explique un petit peu mieux, peut être modifié par une expérience antérieure. Et mon comportement va être modifié parce que j'ai vécu quelque chose, mais je ne me rends pas compte que mon comportement est modifié. Ça, c'est pourtant bien une expérience mnésique. Ça fait partie du travail de la mémoire. C'est très important. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça au passage. Un petit peu d'histoire, on aime toujours bien parler d'histoire. Donc la mémoire, évidemment, depuis que les hommes sont des hommes, ils se sont intéressés à leur mémoire. On peut trouver des textes très anciens là-dessus. Je ne vais pas vous parler de la période très ancienne, simplement les moments très très féconds dans l'étude de la mémoire, les périodes récentes. On distingue généralement 3 grandes époques, on les appelle parfois les âges d'or. Premier grand âge d'or, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e, avec toute une série d'auteurs qui sont célèbres pour les scientifiques, et puis certains aussi pour les non-scientifiques. Ribot, c'était un professeur au Collège de France qui a travaillé beaucoup sur les maladies de la mémoire. Ebbinghaus, on fait un petit tour d'Europe, là. Ebbinghaus, c'est un psychologue expérimentaliste qui travaillait à Berlin. On considère que c'est le premier auteur qui a travaillé scientifiquement sur la mémoire. Claparède, c'est la Suisse, c'est Genève, c'est le maître de Piaget, vous avez tous entendu parler de Piaget. Lui aussi s'est intéressé à la mémoire, a fait des travaux que je n'ai pas le temps de détailler. Korsakov, c'est Moscou, c'est le syndrome de Korsakov dont je vais vous parler tout de suite. C'est un des grands syndromes amnésiques. C'est lui qui a décrit ce syndrome de Korsakov. Puis les petits points, il y a plein d'autres gens que je ne les ai pas oubliés, mais je ne vais pas tous les noter. Il y en a un que j'aurais pu noter là, c'est Bergson, Henri Bergson, professeur au Collège de France, prix Nobel de littérature, qui a écrit des choses tout à fait superbes sur la mémoire, notamment Matière et mémoire, qui
qui est un livre magnifique. C'est un livre de philosophe, mais c'est un livre magnifique avec déjà des concepts très modernes. Vous voyez, cette période où c'est très riche. C'est riche chez les philosophes, chez les expérimentalistes, chez les médecins qui s'intéressent aux malades, etc. Il y a une période très, très intéressante. Puis après, c'est moins intéressant pour différentes raisons. On va surtout parler de ce qui est intéressant, pas de ce qui n'est pas très intéressant, d'accord? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les années 60, c'est ce qu'on appelle le début de la période cognitiviste, la psychologie cognitive, la neuropsychologie cognitive. Donc là, j'ai mis deux noms. J'ai mis H.M. Donc, Monsieur Soumireux vous en a déjà parlé donc, il y a quelques jours. H.M., c'est un patient qui est très célèbre. Très célèbre parce que il avait, et il a toujours, parce qu'il est toujours vivant, une amnésie extrêmement grave. Et ce patient a été examiné par différents neuropsychologues et surtout par une psychologue qui est très connue, qui s'appelle Brenda Milner, qui est une Anglaise, qui a émigré au Canada et qui a fait tous ses travaux à l'Institut neurologique de Montréal. Et ce qu'elle a montré, donc c'est le terme clé là, ce sont des dissociations chez ces patients amnésiques, chez H.M. puis chez d'autres. Des dissociations, on va voir ce que c'est un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand on examine un patient, on voit qu'il y a certains aspects de son fonctionnement mental qui sont tout à fait normaux, puis d'autres qui sont perturbés. Et on peut avoir comme ça des dissociations, des différences, si vous voulez, extrêmement nettes. Et ces différences qui sont très nettes nous renseignent sur l'architecture, on peut dire, de la pensée et du cerveau. Savoir que dans le cerveau, il y a un tout, il y a une pensée, il y a un cerveau, mais il y a au sein de ce cerveau, au sein de cette pensée, on peut dire des modules, des systèmes de mémoire. C'est à cela que je vais en venir. Dernière période, c'est notre période actuelle qui se prolonge aujourd'hui, qui est extrêmement intéressante. On est dans une période très très intéressante quand on s'intéresse à la mémoire, au cerveau, aux neurosciences. C'est pas un hasard si l'exposition de M. Jeanneraud a autant de succès, quelques étages au-dessus. Donc, j'ai voulu insister là sur l'importance des théories. C'est-à-dire qu'on peut dire que schématiquement, dans les années 60, on a eu beaucoup de faits. On a été en contact avec de multiples faits. Et puis aujourd'hui, on est à même d'essayer de rassembler ces faits en une théorie où on a un certain nombre de théories relativement cohérentes. Donc c'est une période intéressante parce qu'on essaie de comprendre l'ensemble du fonctionnement du système. Donc voilà. Alors, la mémoire en neuropsychologie, comme je vous l'ai dit, on considère que la mémoire a une fonction relativement indépendante des autres fonctions cognitives. Donc ça, c'est un premier niveau, on pourrait dire, de dissociation. Et chez les patients amnésiques, eh bien, c'est vrai que ces patients amnésiques, qui sont par définition, donc ont des troubles de mémoire, eh bien, ils parlent normalement, ils ont une intelligence normale, ils font des gestes normaux, etc. Vous voyez, la mémoire peut être atteinte sélectivement. Et ça, on le voit déjà dans le fameux texte de Korsakoff, qui est très très connu, qui est écrit en français d'ailleurs. Donc voilà ce qu'il dit: le malade raisonne judicieusement, peut parfois causer avec esprit, mais il oublie presque instantanément ce qui vient de se passer. Vous voyez, la mémoire peut être totalement perturbée chez un patient, et pour autant, les autres fonctions mentales continuent de fonctionner normalement, ce qui n'était pas forcément évident comme ça au départ. Et puis alors Korsakoff, il va plus loin en disant la destruction de la mémoire ne se fait pas de la même manière pour les différents genres de perception. Dans presque tous les cas, la mémoire des habitudes, on reviendra sur cette notion de mémoire des habitudes, a persisté le plus longtemps. La mémoire des faits anciens s'est conservée longtemps, mais moins de temps que la mémoire des habitudes. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire, là, Korsakoff? Il veut dire que il existe différents types de mémoire. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément s'entendre sur ces mots-là, mais ce qui est important dans le message, c'est de comprendre que dans la mémoire, eh bien, il y a des perturbations qui vont toucher plutôt certains secteurs, moins d'autres, etc. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant quand on veut comprendre ce qu'est la mémoire, puis c'est intéressant aussi quand on examine des patients, quand on veut comprendre une pathologie. Ça aussi, c'est très très intéressant de voir les deux aspects des choses. Alors, donc c'est, disons, illustré par ce que je vous dis là. La mémoire est formée d'un ensemble de systèmes relativement indépendants et sous-tendus par des structures cérébrales au moins en partie différentes. Donc les amnésiques ont des capacités de mémoire qui sont préservées. Ils sont amnésiques, mais pourtant ils ont des capacités préservées.
Donc c'est ce terme de dissociation qui a été utilisé par la suite. Hein, parce que là, je vous donne en fait des idées d'aujourd'hui. Hein, ça, ce sont des idées d'aujourd'hui, mais qui sont illustrées par déjà des textes du passé. Alors ce texte de Korsakov, j'y reviens parce que là, c'est un passage qui est tout à fait passionnant. Donc je vous demande un tout petit peu d'attention. Et si vous captez ce que dit Korsakov, vous captez une idée qui est très importante, on pourrait dire qui est très à la mode aujourd'hui. Alors la situation, c'est une situation que vous connaissez, on est à l'hôpital, donc le médecin, Korsakov c'est un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la visite de ses malades le matin, il visite les chambres. Et donc il dit la chose suivante, il arrive qu'on rentre chez un malade pour la première fois, vous voyez, dans la chambre du malade. Le malade tend la main, il dit bonjour au médecin. Tend la main, il dit bonjour au médecin, ce qui est tout à fait normal. On s'en va et on revient 2-3 minutes après. Vous voyez, le médecin s'en va, peut-être avec sa surveillante, une infirmière, un interne, etc. Et puis il revient 2-3 minutes après. Le malade ne dit plus bonjour. Vous voyez, il ne tend plus la main, il ne dit plus bonjour. Ce qui est normal, puisqu'il a déjà dit bonjour 3 minutes auparavant. Mais pensez qu'il est amnésique. Le malade ne dit plus bonjour et cependant, quand on lui demande s'il vous a vu, il répond négativement. Ça, c'est étonnant. Vous voyez, il est amnésique. Pardon? Voilà, donc il a oublié. Hein. Donc on peut dire que ce comportement-là est un comportement normal pour un amnésique, parce qu'il a oublié d'avoir vu le médecin 3 minutes avant. Mais ce comportement-là, de ne plus tendre la main, c'est un comportement qui est normal pour un sujet normal. Donc vous voyez, là vous avez une dissociation qui est très intéressante entre une manifestation explicite de la mémoire. Est-ce que vous m'avez vu? Non, je ne vous ai pas vu. Donc une manifestation explicite de la mémoire qui est perturbée, et en même temps une manifestation implicite de la mémoire qui est préservée. C'est-à-dire que le comportement du malade, vous voyez, il a été modifié par le fait d'avoir vu le médecin auparavant. Alors c'est très intéressant que Korsakov, avec les moyens de l'époque, ait réussi à capter ça. Et voilà comment il le théorise. Alors évidemment, c'est une théorie qui n'a rien à voir avec notre théorie d'aujourd'hui, mais c'est joliment écrit. On peut apercevoir dans sa manière d'agir que la trace du souvenir d'avoir vu la personne est dans son âme et agit d'une manière ou d'une autre sur les manifestations de son activité intellectuelle. Vous voyez, je crois qu'il avait tout vu, quoi. Il avait tout perçu, Korsakov, en écrivant ça. Donc c'est la distinction qu'on va reprendre un petit peu plus tard entre une mémoire explicite et une mémoire implicite. Vous voyez, une mémoire consciente et une mémoire inconsciente. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire des sciences, on est en 1889, c'est-à-dire qu'on est avant Freud, hein. Freud, en gros, c'est 1900, la science des rêves. Vous voyez, on est en amont de tout ça. Alors, laissons un peu de côté l'histoire. On vient à des choses un petit peu plus récentes. Là, on arrive dans les années 60, à peu près, 1960. On va s'intéresser à ces fameuses dissociations. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire, et puis comment on peut couper comme ça la mémoire. Donc il y a une distinction qu'on retrouve très souvent, hein, qui est très intéressante, c'est la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Même si on utilise moins ce terme de mémoire à court terme aujourd'hui, c'est un terme qui passe un peu dans l'histoire, mais les scientifiques l'utilisent de moins en moins. Ils vont préparer un autre terme. Je vous le donnerai par la suite. Comment on peut définir cette mémoire à court terme? C'est un système mnésique de capacité limitée. C'est très important, capacité limitée. Vous voyez, je définis d'abord ce terme par sa capacité plutôt que par la durée de traitement. Ce qui est important avant tout, c'est que sa capacité est limitée. Quelques éléments. Permettant la réalisation de tâches nécessitant le maintien en mémoire d'informations disponibles pour un traitement immédiat. Bon. Immédiat, c'est un terme un peu flou. Par exemple, quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, soit vous devez aller le composer sur le cadran, soit vous devez le noter dans un calepin, ben vous le maintenez, vous voyez, quelques secondes comme ça. C'est votre mémoire votre mémoire à court terme qui fait ça. Puis après, vous allez l'oublier, parce que
À moins que vous ayez une mémoire des chiffres tout à fait exceptionnelle, mais vous allez oublier ce numéro, ce qui est normal. La mémoire à long terme, elle permet au contraire, c'est un système mnésique qui permet au contraire d'encoder, de stocker, de restituer des informations, avec cette fois-ci une capacité qui est théoriquement illimitée. Théoriquement illimitée. Voilà la grande différence. Alors pourquoi on postule des dissociations comme ça? Eh bien, on peut reprendre l'histoire des malades. HM, donc M. Soumireux vous en a parlé un petit peu. HM, il a une mémoire à court terme normale. C'est-à-dire que si on lui demande de restituer une liste de chiffres, 5-6 chiffres, dans le même ordre que l'examinateur, il fait ça tout à fait normalement. Par contre, il a une mémoire à long terme qui est très très perturbée. Donc ça, c'est un argument en faveur d'une distinction court terme, long terme. Puis il y en a d'autres. Je passe sur un certain nombre de choses. Là, on n'est plus chez des patients, on est chez des sujets normaux. Vous vous amusez à faire apprendre une liste de mots à un sujet normal. Donc vous lui donnez comme ça une liste de mots. Bon là, il y en a 10, mais c'est encore mieux si on en met plus. Si on en met une vingtaine, ça marche encore mieux. Et on demande au sujet de restituer les mots dans l'ordre qu'il veut. Puis on note comme ça les mots que le sujet restitue. Il ne peut pas les restituer tous, il y en a trop. Et ce qu'on aperçoit, on s'aperçoit que le sujet il restitue plutôt les mots du début de la liste, plutôt les mots de la fin de la liste. On va appeler ça ici les mots du début de la liste, l'effet de primauté. Ici l'effet de récence. Le premier traduit donc l'activité de la mémoire à long terme. Ces mots sont déjà rentrés dans la mémoire à long terme du sujet. Et puis ceux-là sont encore en mémoire à court terme. Puis entre deux, on est dans une période de transition où ça marche moins bien. Ça aussi, ces effets de primauté, ces effets de récence, sont des arguments en faveur de cette distinction mémoire à court terme, mémoire à long terme. Alors je vous avais dit qu'on était dans les années 60. Là, on arrive à la fin des années 60. C'est la façon dont on va représenter la mémoire. Des auteurs qui sont très, très connus, qui ont représenté la mémoire comme ça, avec un premier stade qui est très fugitif. C'est une mémoire très fugitive. Ils appellent ça le registre d'information sensorielle. Ça dure quelques secondes, quelques millisecondes même. J'en parle pas trop. Et puis ensuite, on retrouve ce stockage à court terme et ce stockage à long terme. Et ce que pensaient les auteurs à ce moment-là, c'est qu'il y avait une suite comme ça, sérielle, d'un stock à l'autre. Et c'est vrai que le patient HM, qui avait une perturbation ici de la mémoire à long terme, sans perturbation ici du registre sensoriel et de la mémoire à court terme, eh bien, il confortait, vous voyez, ce modèle-là. On se disait, chez HM, tout ça fonctionne bien, et puis après, ici, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'il y a d'autres auteurs, toujours en neuropsychologie, ce sont des auteurs anglais, Tim Chalice et Elizabeth Warrington, qui travaillent à Londres, qui ont décrit d'autres patients qui, eux, avaient des troubles de la mémoire à court terme sans troubles de la mémoire à long terme. Donc du coup, vous voyez, ça ne marchait plus. Ce modèle sériel ne marchait plus. Donc il a fallu inventer autre chose. Et donc je prends juste cet exemple-là pour vous montrer que les théories, les modèles dont je vais vous parler, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des moments dans l'histoire des sciences où on essaie de rassembler les informations qui sont à disposition. On essaie de les rendre comme ça, cohérentes, et puis ça permet de générer des hypothèses, mais ce n'est pas figé, ça va évoluer au fil du temps. Donc j'ai pris cet exemple-là, l'organisation mémoire à court terme, mémoire à long terme, puis on va voir ensuite, avec des choses un petit peu plus compliquées, que les connaissances vont évoluer, et comment on peut représenter cette évolution des connaissances. Alors, à partir des années 70, on va assister à un effort de recherche du côté mémoire à court terme et du côté mémoire à long terme, mais de façon relativement scindée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des auteurs qui vont surtout travailler sur la mémoire à court terme, et puis d'autres qui vont surtout travailler sur la mémoire à long terme. Puis c'est aujourd'hui, en fait,
on a en fait à nouveau des auteurs qui s'intéressent aux deux aspects, ce qui est bien sûr très intéressant. C'est un des problèmes de l'évolution scientifique, c'est que les gens sont très spécialisés et parfois on arrive à oublier des choses, enfin à oublier entre guillemets des choses très importantes parce que on est obligé de se concentrer sur un domaine précis. Alors, mémoire de travail, c'est le concept qui va remplacer, dans cette période moderne, à partir des années 70, un petit peu après les années 70, qui va remplacer la mémoire à court terme. Et c'est les auteurs qui vont beaucoup travailler dans ce domaine sont des auteurs de l'école anglaise, et notamment Alan Baddeley, c'est le plus connu. Alors, si on veut la définir en quelques mots, cette mémoire de travail, on va dire qu'elle est chargée du maintien temporaire et de la manipulation d'informations pendant la réalisation de tâches cognitives. Maintien temporaire, ça c'est, et manipulation. Et cette mémoire de travail, Baddeley va considérer qu'elle est formée de différentes composantes, donc que je vais définir sur la diapositive d'après. Donc une composante centrale ici, qu'il appelle le système central exécutif ou administrateur central, et puis ce qu'il appelle des systèmes satellites ou encore des systèmes esclaves. Alors sur cette diapo, il y en a deux, puis vous verrez que par la suite, il y en aura un peu plus. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Donc système de la boucle phonologique ici et système du registre visuospatial ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, registre visuospatial, ça permettrait, c'est une composante de la mémoire de travail qui permet de maintenir, pendant une durée brève, c'est toujours un maintien à court terme, maintenir des informations spatiales, visuelles. En gros, ça permet de former et de maintenir des images mentales. Si je vous demande combien de fenêtres a la façade de votre maison, vous allez faire venir comme ça de votre mémoire à long terme la façade de votre maison, et puis vous allez compter les fenêtres. D'accord? Là, vous faites un maintien à court terme, donc dans votre mémoire de travail. Système de la boucle phonologique, c'est un petit peu détaillé, là je simplifie, c'est l'exemple tout à l'heure du numéro de téléphone. Vous voyez, je vous donne un numéro de téléphone, vous allez le maintenir. Donc il y a un stock qui permet de maintenir ce numéro de téléphone. C'est le système de stockage passif. Et puis, si le téléphone il est à l'autre bout du couloir là-bas, eh bien, il faut que vous arriviez à maintenir ce numéro de téléphone. Donc vous allez mettre en route une procédure de répétition subvocale qui va vous permettre comme ça de rafraîchir l'information pendant un certain temps. C'est pour ça que vous voyez que le temps de la mémoire à court terme ou de la mémoire de travail, ça n'a pas grand sens quand on y réfléchit. Parce qu'on a des procédures qui nous permettent de prolonger le temps. Mais c'est toujours de la mémoire à court terme. C'est-à-dire que le jour au moment où vous n'aurez plus besoin de ce numéro de téléphone, vous allez l'oublier. Ce n'est pas quelque chose que vous avez stocké définitivement, ou tout du moins pour une durée longue, dans votre mémoire. L'administrateur central, c'est un peu le PDG de cette affaire-là. C'est dans cette instance que vont être prises les décisions. C'est un système attentionnel de gestion des ressources. Donc, qui va contrôler les opérations des systèmes satellites, qui va s'intéresser également au passage des informations des systèmes satellites à éventuellement la mémoire à long terme, qui va sélectionner des stratégies, etc. etc. Vous voyez, c'est une instance de décision. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors ça, c'est Baddeley classique. C'est le Baddeley classique jusqu'à à peu près 2000. Puis 2000, c'est un article nouveau, on peut dire, avec l'intérêt pour cet auteur pour la jonction avec la mémoire à long terme qui est représentée ici avec la mémoire épisodique et avec un nouveau système satellite qu'il appelle le buffer épisodique. Donc voilà, vous voyez, on retrouve la boucle phonologique, on retrouve le Calvin visuospatial, on retrouve l'administrateur central, puis on a quelque chose ici qui est toujours un système satellite, mais disons qui a une capacité plus grande que les autres, et qui permet, par exemple, pour Baddeley,
de suivre une conversation. Suivre une conversation, dans son modèle antérieur, c'était pas facile à comprendre. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi un système aussi contraint que la mémoire de travail, avec des, vous voyez, des stocks comme ça, très très réduits, eh bien, comment avec une espèce de goulot d'étranglement, là, qui était la mémoire de travail, comment on pouvait comprendre, par exemple, une conversation assez complexe ou un exposé comme ça. Tout de suite, vous me comprenez. Ce que je vous raconte, quand même, c'est assez compliqué. Il faut mettre des phrases les unes après les autres, enfin, les suivre, comprendre toute l'argumentation. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On ne pouvait pas mettre en concordance cette activité compliquée et puis le fait qu'on ait un système comme ça très réduit, très réducteur. Donc Baddeley propose qu'il y ait une nouvelle instance là, mais ça c'est vraiment l'état des recherches actuelles. On ne sait pas encore bien comment ça marche, hein, vraiment. Voilà pour la mémoire de travail, ce que je peux vous dire simplement sur la mémoire de travail. Donc concept, hein, je vous le rappelle, qui remplace le concept de mémoire à court terme, qui est peut-être un peu plus connu dans le grand public. Alors maintenant, la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est un vaste chantier depuis, en gros, les années 70. Ça va être un petit peu plus difficile parce que il y a différents auteurs. Là, j'ai présenté Baddeley pour la mémoire de travail, donc on va dire c'est simple. Baddeley, c'est bien. Bon. La mémoire à long terme, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de gens qui vont travailler sur le sujet, pas mal d'auteurs, avec des positions parfois pas du tout en cohérence, parfois même diamétralement opposées. Donc c'est un petit peu plus difficile à exposer parce qu'évidemment on a des différences d'un auteur à l'autre. Donc j'ai un petit peu simplifié. Il y a un auteur fondamental, moi personnellement que j'admire beaucoup, c'est Endel Tulving. Donc on est toujours en Europe, hein, c'est un Estonien d'origine. Il est né à Tallinn et il a fait une partie de sa carrière au Canada, après à Toronto. C'est un auteur qui a aujourd'hui 75 ans, pour vous le situer un petit peu dans l'histoire des sciences, hein, parce qu'il fait partie de l'histoire des sciences. Hein, c'est un homme très très important et qui est, disons, vraiment toujours à l'avancée des recherches depuis en gros une trentaine d'années, hein, ce qui est quand même assez rare. Donc Tulving, il y a une date importante, c'est 72. Il propose une grande distinction, je crois qui est fondamentale si on veut comprendre un petit peu le fonctionnement de la mémoire. Il propose une grande distinction dans la mémoire à long terme. Il propose de distinguer la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Et puis il va proposer des définitions. Et puis ces définitions, il va les affiner pendant 30 ans. Son dernier article, 2002, c'est la mémoire épisodique. Vous voyez, il va toujours travailler sur ce point-là, il va travailler sur autre chose, hein, mais et toujours il va améliorer les travaux qu'il fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire épisodique ? C'est la mémoire des événements inscrits dans un contexte spatial et temporel précis. Par exemple, j'ai pris l'avion pour Toulouse vendredi. Donc ça, c'est le fait, hein, c'est le quoi. J'ai pris l'avion pour Toulouse vendredi soir, donc c'était à tel moment, hein, à 22h, au départ de Roissy. Exceptionnellement, l'avion partait de Roissy, il ne partait pas d'Orly. On ne sait pas trop pourquoi, c'était comme ça. Je me rappelle de ça. Ça, les amnésiques perdent cette mémoire-là. Ils ne savent plus cet événement-là. Mémoire sémantique, c'est la mémoire des concepts, des faits situés en dehors de tout contexte d'encodage. Toulouse est appelée la ville rose. Rome est la capitale de l'Italie. On sait tous ça. On sait tous que Rome est la capitale de l'Italie. Par contre, quand avons-nous appris ça ? On n'en sait rien. C'est décontextualisé. On ne sait plus quand est-ce qu'on a appris ça. Pour Tulving, ce type de mémoire est préservé dans le syndrome amnésique. Un amnésique, c'est toujours un amnésique. Hein. Je ne dis pas tous les patients qui ont des troubles de mémoire. Il y a des patients qui ont des troubles de mémoire, qui ont des troubles de mémoire aussi, de mémoire sémantique. Mais un patient qui a un syndrome amnésique, il va savoir que Rome est la capitale de l'Italie. Alors,
Si on va un petit peu plus loin, la mémoire épisodique, ce que je viens de vous dire, hein, schématiquement, permet l'encodage, le stockage, la récupération d'informations personnellement vécues. Hein, c'est moi qui ai pris l'avion à Roissy pour Toulouse. Situées dans leur contexte temporel, spatial, ça vous avez bien compris, c'est la mémoire la plus fragile. Effet du vieillissement, par exemple, c'est sur cette mémoire-là que les effets du vieillissement sont les plus nets. Et il y a beaucoup de maladies qui vont frapper cette mémoire. Définition plus récente, Wheeler, c'est un jeune collaborateur de Tolving, la mémoire épisodique, et ça c'est une notion intéressante, ça permet de réfléchir à ce qu'est la mémoire. La mémoire épisodique, elle permet de voyager dans le temps. C'est-à-dire que la mémoire épisodique, elle permet de vous dire qu'est-ce que j'ai fait hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé hier soir, qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier, je suis allé au cinéma samedi soir, qu'est-ce que j'ai fait les grandes vacances dernières, qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais 15 ans. C'est extraordinaire, cette notion de voyage dans le temps. De se représenter consciemment les événements passés et de les intégrer à un projet futur. C'est-à-dire que je peux me souvenir de ce que j'ai fait hier ou avant-hier, ça va me servir pour mes projets futurs. Vous voyez, c'est à la fois la mémoire du passé et la mémoire du futur. Elle implique une prise de conscience de l'identité propre de l'individu, hein, c'est moi qui vis ça, dans le temps subjectif s'étendant du passé au futur, et une impression subjective du souvenir. Impression subjective du souvenir, ça c'est très important, c'est l'impression de revivre la scène. Se souvenir de quelque chose, c'est revivre la scène avec tous les détails phénoménologiques de la scène, les émotions. Un souvenir peut vous faire pleurer, peut vous rendre gai. Vous voyez, toute la puissance émotionnelle du souvenir. Alors cet état de conscience, Tolving bâtit cet état de conscience tout à fait particulier, hein, cette notion de revivre l'événement, ce qu'il appelle la conscience autonoétique. C'est un terme qui est dérivé des philosophes phénoménologiques. Alors la mémoire sémantique, donc mémoire des mots, des idées, des concepts, des connaissances sur le monde indépendamment de leur contexte temporo-spatial d'acquisition. Elle rend possible une conduite introspective sur le monde. Donc on peut parler de Rome, on peut échanger des informations générales sur Rome ou sur Paris. Hein. Paris, c'est la capitale de la France, il y a la Tour Eiffel, etc. On peut parler de Paris sans être à Paris forcément, mais sans référence à quand on a appris toutes ces informations-là. Donc ce type de conscience, Tolving l'appelle la conscience noétique. On peut opposer aussi mémoire épisodique, mémoire sémantique, quand on fait référence à la mémoire du passé lointain. C'est pour vous montrer quand même un peu la complexité des termes. La mémoire autobiographique. On va dire la mémoire épisodique, elle est autobiographique, c'est ma mémoire à moi. Mais la mémoire autobiographique, danger, elle n'est pas seulement épisodique. La mémoire autobiographique, elle est en partie épisodique. Je me souviens, par exemple, du jour de mon mariage. Je me souviens précisément du jour de mon mariage. Mais dans ma mémoire autobiographique, il y a aussi des connaissances sémantiques. Par exemple, je connais le nom de mes anciens collègues de travail. Quand je dis ça, si je vous énumère le nom de mes collègues de travail, mes anciens collègues de travail, je ne fais pas forcément référence à un événement particulier. Et puis dans cette mémoire du passé lointain, il y a toute une mémoire non autobiographique, par exemple sémantique. Je connais les noms des 5 derniers présidents de la République française. On sait tous ça. Hein. On sait tous ça. On peut se tromper éventuellement dans l'ordre comme ça, mais on sait ça. Mais en même temps, les choses ne sont pas aussi séparées que ça. Parce qu'entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, il y a des liens, des fois subtils et très forts. Alors, on prend souvent l'exemple de Mitterrand. Je ne suis pas de politique, hein, c'est pas ça. C'est parce que c'est un bon exemple, parce que l'élection de Mitterrand, c'était un événement, je ne sais pas s'il était attendu, inattendu, mais c'était un événement marquant. Et très souvent, quand on parle de l'élection de Mitterrand,
Donc on sait que c'est au mois de mai, etc. Au mois de mai 81. Mais en même temps, très souvent, on se rappelle, donc, je ne sais pas si ça a marché avec vous, on se rappelle de ce qu'on faisait au moment. Enfin, moi, je me rappelle bien de ce que je faisais. Pourtant, je faisais quelque chose de banal. Hein. J'étais en train de faire la cuisine, c'était tout à fait banal. Je sais exactement ce que je faisais. Vous voyez, donc il y a une connaissance largement partagée, hein, sémantique. Hein, les présidents de la République, on sait que Mitterrand a été élu en mai 81, etc. Et à cette connaissance largement partagée, individuellement, on va avoir un souvenir comme ça qui va s'accrocher, un souvenir cette fois-ci personnel qui va s'accrocher. Donc pour bien vous montrer que on va séparer les choses, mais dans la réalité, évidemment, tout ça va fonctionner de concert. Alors, on vient de voir un petit peu rapidement cette opposition qui est importante hein, entre mémoire épisodique, mémoire sémantique. C'est l'œuvre de Tölving, et puis on reviendra à Tölving après. Puis ça, c'est une autre opposition qui est très intéressante, qui a été surtout mise en avant par Squire, Larry Squire. C'est l'opposition entre une mémoire procédurale versus une mémoire déclarative. Alors on rentre dans un domaine là de mémoire inconsciente. La mémoire procédurale, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inconscient freudien. Hein, là. La mémoire procédurale, elle est inaccessible à la conscience, elle permet l'acquisition et la restitution d'habiletés, d'expertise, on pourrait dire, d'habiletés, qu'elles soient motrices, verbales, cognitives, et elles s'expriment dans l'action finalisée. Alors la mémoire déclarative, hein, c'est au contraire le stockage des informations générales et spécifiques, c'est-à-dire la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Vous voyez, on a un autre niveau là d'opposition. Alors, essayons de comprendre un petit peu mieux ce qu'est la mémoire procédurale. Donc, elle traite des informations basées sur des règles d'action. Son expression est implicite, elle est indissociable de l'action. C'est ça qui est important. Vous voyez, on n'est plus dans la mémoire sémantique qui permettait de parler des choses sans que ces choses soient perceptivement présentes. Là, on est dans une mémoire de l'action. Donc elle est caractérisée par un fonctionnement relativement lent, automatique, rigide. Alors un exemple peut-être, hein, ou des exemples. Faire du vélo. Vous faites du vélo, vous montez sur votre vélo, vous ne vous posez pas des problèmes compliqués. Vous montez sur votre vélo, puis vous faites du vélo, point. Quand vous rentrez dans votre voiture, si vous prenez votre voiture ce soir, vous allez monter dans votre voiture, et puis... Si... dans un mois ou deux, vous vous retrouvez sur des skis, eh bien vous allez faire du ski. Pourtant, vous n'avez pas fait de ski depuis plusieurs mois, et c'est pas si simple de faire du ski. Vous allez monter sur vos skis, et puis... Alors, si vous êtes un très bon skieur, c'est pas un bon exemple. Mais si vous êtes un skieur moyen, ou en dessous de moyen, ce qui est un peu mon cas, moi, je ne pourrais pas donner des cours de ski à mes enfants. Je ne pourrais pas faire ça. Par contre, je peux faire du ski. Donc, je suis un assez bon exemple de l'expression de la mémoire procédurale. C'est-à-dire qu'une fois que je me retrouve sur mes skis, je fais du ski. Par contre, je ne pourrais pas expliquer comment faire du ski. D'accord ? Vous voyez cette mémoire qui fonctionne toute seule, en quelque sorte. Et on a souvent du mal, pour un certain nombre de procédures qu'on a acquises, à expliquer comment il faut faire. Par contre, on sait faire. Et on a parfois oublié comment on nous a appris. Parce que pour apprendre, notamment quand il s'agit de procédures complexes, on a besoin de faire appel à d'autres systèmes cognitifs, parfois très compliqués, pour apprendre. Puis une fois qu'on a appris, on a appris, voilà, ce qu'est la mémoire procédurale. Alors, avant que ça s'appelle comme ça, Brenda Milner avait montré avec Hachem le fonctionnement de la mémoire procédurale dans le syndrome amnésique. Parce que les patients amnésiques ont une mémoire procédurale qui fonctionne. Vous voyez, là aussi, il y a une dissociation qui est assez étonnante. Alors, le travail qui avait été fait, c'est avec l'étoile en miroir. Donc, vous voyez, là, c'est une étoile à 5 branches. Mais le dispositif était comme ça. C'était un peu compliqué. C'est-à-dire que tout était inversé. Et donc, Hachem devait faire en fait ce labyrinthe simple, hein, c'est-à-dire
comme ça, passer avec un stylet entre les segments là, hein, vous voyez, comme ça. Mais s'il touchait les côtés, ça se mettait à sonner. Vous voyez, c'était une mauvaise performance. Donc il fallait qu'il réussisse à faire le tour du labyrinthe. Donc je vous rappelle qu'il était inversé, hein, qu'il était présenté en miroir, pendant un temps le plus court possible. Et puis on voit ces performances ici d'un jour à l'autre. Vous voyez, le nombre d'erreurs par essai. Hein, là, il y a beaucoup d'erreurs, hein, il y a 30 erreurs. Puis bon, au fil des essais, c'est de mieux en mieux. Puis le lendemain, c'est déjà mieux qu'ici, hein, qu'au début là. Bon, il y a encore une période, vous voyez, où c'est pas encore parfaitement acquis. Puis là, il arrive à des performances qui sont strictement normales. Alors, vous pouvez me dire, oui, il apprend. Il apprend sans se souvenir, ce qui est tout à fait étonnant, sans se souvenir ici qu'il a vu le dispositif la veille. C'est toute la différence avec un sujet normal. C'est-à-dire quand il se retrouve devant le dispositif, il ne se souvient pas avoir vu tout ça, et pourtant, on voit dans son comportement que son comportement est clairement modifié. Donc, il y a différentes expressions de la mémoire implicite. Je vous en livre une autre. On vient de voir la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, vous voyez, elle s'acquiert au fil du temps, au fil des essais. Il y a une notion de difficulté derrière tout ça. Il faut du temps, il faut des tas d'essais, etc. La mémoire implicite, elle peut s'exprimer très différemment, avec parfois une expérience unique. D'ailleurs, certains auteurs réservent le terme de mémoire implicite à ce dont je vais vous parler maintenant. Donc cette mémoire implicite est mise en jeu quand des expériences préalables modifient la performance dans une tâche qui ne requiert pas le rappel conscient de ces expériences. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu au tout début de mon intervention tout à l'heure, c'est le patient de Korsakoff qui n'avance pas la main la deuxième fois. On est dans ce registre-là. Donc elle s'oppose à la mémoire explicite où le sujet fait volontairement appel à sa mémoire, hein, implicite, explicite. Alors, s'il y a un mot que vous voulez retenir, un mot qui est utilisé par les scientifiques qui s'intéressent à la mémoire, c'est les effets d'amorçage. C'est-à-dire que les scientifiques, les psychologues, les neuropsychologues qui vont s'intéresser à la mémoire implicite, ils vont étudier les effets d'amorçage. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, la définition est un petit peu longue, un petit peu compliquée, mais essayez de la comprendre. Je pense qu'on peut comprendre facilement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet d'amorçage? Eh bien, c'est le phénomène selon lequel la simple présentation, là, ça veut dire la présentation unique, contrairement à ce qu'on a vu avant. Vous voyez, en mémoire procédurale, il fallait beaucoup de présentations pour modifier les choses. Là, la simple présentation d'un stimulus unique, hein, spécifique, biaise. Biaise, c'est-à-dire modifie. Et généralement dans le sens d'une facilitation, ce n'est pas toujours vrai, mais je vais prendre cet exemple-là, c'est le plus simple. Vous voyez, être en contact avec une information, avec un stimulus, modifie le traitement ultérieur de ce stimulus, ou on va dire d'un item qui lui ressemble. D'accord? On est en contact avec un stimulus, ça modifie un stimulus identique ou un stimulus qui ressemble, mais en l'absence de toute récupération consciente d'une rencontre préalable avec cet item. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sans qu'on se rende compte de tout cela. Donc en clair, je suis en contact avec un stimulus, une fois, ça suffit. Je suis en contact une deuxième fois avec ce stimulus ou avec un stimulus qui ressemble d'une façon ou d'une autre. Eh bien, je vais traiter la deuxième fois le stimulus différemment que si je ne l'avais pas vu, mais je ne m'en rends pas compte. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez vous dire, ouais, tout ça, c'est des histoires de psychologues qui cherchent des choses compliquées. C'est pas vrai. Il y a des manifestations
journalière de ce genre de phénomène. Et notre mémoire, elle fonctionne en fait beaucoup comme ça. Il suffit que, réfléchissons un petit peu. On n'est pas sans arrêt en train de se dire, il faut que je retienne ce que je vois. Ce sera infernal de passer nos journées à se dire tout ce que je vois sans arrêt, il faut que je le retienne. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des tas de choses qui rentrent dans ma mémoire et qui me permettent comme ça d'être adapté au monde, enfin, plus ou moins. On fait ce qu'on peut, hein. Mais de ne pas être trop inadapté. Et tout ça, on va le faire, beaucoup de choses, on va le faire sans avoir conscience qu'on fait appel à sa mémoire. Alors, les psychologues, ce qu'ils ont inventé, ce sont des façons de le tester, ça. Ce sont des façons de le tester de façon expérimentale. Parce que bon, c'est bien de réfléchir, se poser des questions, mais c'est bien aussi de valider expérimentalement. Alors, je vous donne comme ça quelques tests qu'on fait. Ça, c'est le test de complétement de trigramme. Alors, bon, évidemment, je vous fais une conférence sur la mémoire. Donc, je ne vais pas vous piéger. Je ne cherche pas du tout à vous piéger, je ne pourrais pas. Parce que vous savez que je parle de la mémoire, donc je ne peux pas vous dire que je ne parle pas de la mémoire. Vous n'allez pas me croire. Mais on est dans une situation, je vais dire au sujet, voilà, on va étudier la perception, des choses comme ça. Bon. Je vous donne une série de mots. On va s'intéresser qu'au premier, mais il y en a toute une série. Et puis je vous donne donc le mot cartable. Je vous demande par exemple de compter les lettres du mot cartable ou compter les syllabes. Vous allez me dire, il y a trois syllabes, ou compter les voyelles. Il y a trois voyelles. Vous voyez, je ne vous demande pas du tout de mémoriser les mots. Je vous demande de traiter les mots. Il faut que vous ayez vu les mots. Autrement, je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous avez traité les mots. Puis comme ça, on en fait toute une série. Puis après, on fait autre chose. Je vous fais faire autre chose pendant quelques minutes. Puis après, je vous redonne ce qu'on appelle des trigrammes. Alors, je ne les mets pas dans cet ordre-là, mais là, j'ai fait simple. Ici. Alors, je vous demande quoi? Je vous demande surtout pas essayer de retrouver le mot que vous avez vu avant. Je vous demande surtout pas ça. Mais je vous dis, vous voyez, avec cette syllabe-là, vous pouvez essayer de trouver des mots que vous connaissez. Et qu'est-ce que va faire le sujet? Il va me dire cartable. Au lieu de me dire carambar, ce qui est tout à fait aussi intéressant, ou cardinal, etc., etc. D'accord? Et le amnésique va faire la même chose. Le patient amnésique, si vous lui demandez, ça a été très bien fait par Schachter il y a une vingtaine d'années, si vous demandez à l'amnésique ici, à partir de ça, retrouvez le mot, essayez de retrouver le mot que je vous ai montré auparavant. L'amnésique, il ne fait pas ça. Il ne sait pas faire ça. Par contre, si vous lui demandez, donnez-moi le premier mot qui vous vient à l'esprit, eh bien l'amnésique, il va dire cartable. Il ne va pas dire carambar. Vous voyez, ça, c'est un phénomène tout à fait étonnant. Et on verra la semaine prochaine en imagerie cérébrale qu'on a des manifestations cérébrales complètement différentes, alors qu'on présente la même chose au sujet. Le sujet, il a été mis dans la même situation à la phase d'étude, quand on lui a montré les mots. Il est mis là dans la même situation. Simplement, dans un cas, on lui demande explicitement « rappelez-moi ce que vous avez vu ». Donc, il fait appel à certains circuits de sa mémoire. S'il est amnésique, ce circuit-là ne fonctionne pas. Par contre, si on lui demande un autre circuit de sa mémoire, en fait, eh bien, il sollicite un autre circuit de sa mémoire. Bon, il y a différents effets d'amorçage. Je vais passer un peu là-dessus. Le fait d'avoir vu un dessin avant, eh bien, vous allez reconnaître ce dessin-là. Vous voyez qu'il n'est pas facile à reconnaître. Si je vous ai montré un dessin auparavant, vous allez me dire ça c'est un signe. Alors que ce n'est pas facile comme ça. Vous voyez, vous allez le reconnaître beaucoup plus tard. Bon, je passe sur un certain nombre de choses pour qu'on ait le temps de discuter. Peut-être ça quand même, rapidement. Alors, je vous ai surtout parlé jusqu'à présent de la mémoire qui permet d'apprendre des choses. Et quand cette mémoire est atteinte, on dit que le patient présente une amnésie antérograde. C'est-à-dire qu'il a du mal à former des nouveaux souvenirs. C'est l'amnésie antérograde. C'est celle dont on parle le plus. Et puis, il y a une autre amnésie qui est l'amnésie rétrograde. C'est-à-dire que le patient qui est amnésique, qui a été victime, par exemple, d'un traumatisme ici,
il va avoir à la fois cette amnésie antérograde et cette amnésie rétrograde. Et donc c'est la difficulté à rappeler des informations qui avaient pourtant été acquises auparavant. Ces amnésies rétrogrades, elles sont différentes selon les maladies. Ribot, dont on a parlé tout à l'heure, professeur au Collège de France. Donc ici, vous avez les souvenirs récents, ici, vous avez les souvenirs anciens. Il nous a montré, et ça a été confirmé avec des études plus modernes, que chez les patients amnésiques, ceux qui ont des lésions de l'hippocampe, c'est une région dont on vous a parlé la semaine dernière, qui est une région qui est très importante dans la mémoire, eh bien, quand il y a des lésions de l'hippocampe, on a un gradient de Ribot, c'est-à-dire on a une perturbation plus importante pour les souvenirs récents que pour les souvenirs anciens. Les souvenirs anciens sont mieux préservés. C'est ce qui se passe en cas de lésion de l'hippocampe et des régions qui jouxtent l'hippocampe. Il y a d'autres maladies. Il n'y a pas que le syndrome amnésique. Il y a une maladie qui est plus rare, qui s'appelle la démence sémantique, où cette fois-ci, les lésions sont temporales externes, sont néocorticales. Et ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est un gradient inverse à Ribot. C'est-à-dire, vous voyez, cette fois-ci, les malades, ils vont perdre leur souvenir du passé lointain. Et puis au contraire, ils vont conserver, pendant un certain temps tout du moins, ils vont être capables de former des souvenirs nouveaux. Donc, vous voyez, on peut avoir des choses très très différentes. Et puis, on va avoir encore d'autres patients qui vont avoir des difficultés, en fait, à la fois pour récupérer les souvenirs récents et nouveaux. On va dire qu'ils ont un gradient, cette fois-ci, plat. Ils vont avoir des difficultés pour les deux. Alors, ce sont des malades qui ont des lésions à la fois néocorticales et hippocampiques, comme dans certaines séquelles d'encéphalite. Vous voyez, on peut avoir des tableaux très très différents comme ça. Alors, ces tableaux-là, ça nous permet de comprendre comment se forment les souvenirs. Comment se forment les souvenirs? On est bien au cœur du sujet. Comment se forment les souvenirs? Il y a plusieurs théories. Je vous présente une théorie. Théorie de la consolidation de Squay et Alvarez. Première chose, quand on forme un souvenir, qu'est-ce qui se passe quand on forme un souvenir? On a des impressions dans notre cerveau. On a des activations dans notre cerveau, surtout dans les régions sensorielles du cerveau. Donc là, on peut dire que ça, par exemple, si on prend souvent l'exemple d'un pique-nique, on participe à un pique-nique, donc il y a la nappe qui est mise sur l'herbe, il y a les petits oiseaux qui chantent, il y a les gens qui parlent, il y a la robe de la femme qui est en face de vous, il y a la barbe du vieux monsieur qui est à droite, qui s'est un petit peu endormi, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Tout ça, ce sont des petits éléments du souvenir. Alors, il y a plusieurs possibilités là. Ce pique-nique n'était pas important pour vous, on s'est un petit peu ennuyé, etc. Bon, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Plus ou moins. Disons, ça va plutôt avoir tendance à disparaître. Ce pique-nique, il était important pour vous, au contraire. Il s'est passé quelque chose d'important pour votre moi, pour vous. À ce moment-là, l'hippocampe, puis d'autres structures qui vont être connectées à l'hippocampe, lobe temporal interne en général, vont coactiver, ces structures font coactiver ces différents éléments du souvenir. Alors, cette phase de coactivation, elle va durer des jours, des nuits, des jours, des nuits. Parce que pendant la nuit, il va se passer beaucoup de choses. On commence un petit peu mieux à connaître ce qui se passe pendant le sommeil. Pendant des jours, des nuits, des mois, des années. Donc on va avoir une coactivation de ces différents éléments. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, vous voyez, ces éléments, ils vont être reliés les uns aux autres,
sous forme d'un pattern qui représente, c'est un petit peu simpliste, ce que je vous dis, un peu simplifié, mais c'est quand même comme ça qu'on voit les choses. Au bout d'un moment, ce souvenir, il est représenté dans votre cerveau et il a de moins en moins besoin d'être rafraîchi en quelque sorte par l'hippocampe. Et il va devenir indépendant de l'hippocampe. Ça va être un souvenir très important pour vous, qui va être dans votre tête, on peut dire de façon quasiment définitive, si vous n'êtes pas malade. Vous voyez, à partir d'un schéma comme ça, on retrouve ce que je vous ai dit concernant les amnésies. C'est-à-dire, en cas d'une amnésie hippocampique, eh bien, vous avez un souvenir qui n'est pas formé, là. Le souvenir récent, il n'est pas formé. Et si vous avez une lésion hippocampique, ben, ce souvenir-là, vous ne pouvez pas le restituer parce qu'il n'est pas fabriqué. Par contre, ce souvenir très ancien, ben, il est indépendant de l'hippocampe. Donc, vous pouvez récupérer ce souvenir très ancien. Par contre, s'il y a une atteinte néocorticale, eh bien, c'est ça qui va être atteint en premier. Et puis, par contre, l'hippocampe va être capable, tant bien que mal, avec les régions du cortex qui sont préservées, de former un souvenir qui n'a peut-être pas la qualité du souvenir d'un sujet normal, mais qui est quand même un souvenir. Donc voilà pour ces théories de la consolidation. Alors, maintenant, puis je m'arrêterai, j'ai encore 1 ou 2 transparents, puis j'ai à peu près respecté mon temps. Tous ces mots-là, épisodique, sémantique, procédural, comment tout ça fonctionne? Alors, évidemment, tous les auteurs ne sont pas d'accord, il y a tout un débat. Tölving a proposé quelque chose qui est intéressant et qui n'est pas trivial. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément le sens commun. Ce qu'il nous dit, ce n'est pas forcément en accord avec ce qu'on pense quand on réfléchit comme ça. Et il a beaucoup d'éléments expérimentaux à l'appui de sa théorie, donc c'est ça qui est intéressant. Donc là, on retrouve les mots de tout à l'heure, autonoétique, noétique. Anoétique, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience. Et puis les mots d'épisodique, on a vu ce que c'était, la mémoire des événements personnellement vécus, revivre l'événement, tout ça. La mémoire sémantique, puis la mémoire procédurale. Alors il organise ça comme ça, et il dit qu'il y a une hiérarchie. Donc la mémoire épisodique étant au sommet de la hiérarchie, avec des arguments ontogénétiques, c'est-à-dire que c'est celle qui se met en place le plus tardivement, phylogénétique, c'est-à-dire que c'est celle-là qui se met en place le plus tôt dans les espèces les plus primitives, etc. Plein d'arguments, je ne les détaille pas tous. Et puis on avance, et puis finalement Tölving, il nous propose ça. Il nous propose 5 systèmes de mémoire. On retrouve la mémoire procédurale, on retrouve la mémoire sémantique, la mémoire épisodique tout là-haut. Et puis, il intercale la mémoire de travail ici. Bon, je ne vais pas en parler, c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Et puis, il parle aussi d'un système qu'il appelle le système de représentation perceptive. Donc en anglais, ça fait PRS, un système de représentation perceptive. Ce sont des mémoires perceptives, relativement rudimentaires. Voilà ce que propose Tölving. 5 systèmes de mémoire, c'est ce que vous trouverez dans l'exposition là-haut. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ce qui me paraît le plus intéressant, puis on s'arrêtera là-dessus, on les retrouve ici. Donc ça, c'est une formulation un petit peu différente des 5 systèmes de mémoire. Tölving va surtout s'intéresser à ces 3 systèmes-là. Système de représentation perceptive, mémoire sémantique et mémoire épisodique. Et ce qu'il nous dit dans ce modèle qu'il appelle SPI pour sériel, parallèle, indépendant, SPI ça veut dire sériel, parallèle, indépendant, ce qu'il nous dit c'est que l'encodage, vous vous rappelez de ce terme d'encodage, c'est-à-dire que l'entrée dans les systèmes de mémoire, elle est sérielle. Elle est sérielle de ce qu'il appelle les systèmes de représentation, et notamment l'information rentre ici, dans ces systèmes perceptifs,
C'est un peu mon pique-nique de tout à l'heure, hein. Il y a d'abord toutes les entrées sensorielles, hein, la nappe blanche, la robe de la dame qui est en face de vous, etc. La barbiche du monsieur qui s'endort, etc. Donc les choses rentrent ici. Là, on est encore à un niveau très élémentaire, là, très perceptif. Et puis ici, on a une entrée par la mémoire sémantique. Donc sérielle par la mémoire sémantique. Et puis, éventuellement, on a ici une entrée vers la mémoire épisodique. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Ou tout du moins, pourquoi Tolving est arrivé à ce genre de proposition? C'est là que c'est pas du tout... je trouve que ce qu'il propose n'est pas du tout banal. Ça ne va pas de soi. Parce que si vous me suivez bien, ça veut dire qu'on peut former des connaissances sans former des souvenirs. Et ça, c'est un peu contraire à ce qu'on pense. Vous me suivez? On peut former des connaissances comme ça, sans former des souvenirs, comme ça. Alors qu'on insiste beaucoup, je crois, quand on réfléchit, quand on fait de la pédagogie, tout ça, au fait qu'il faut se souvenir de quelque chose pour l'apprendre. Ce qui est vrai, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas. Vous voyez, que le passage de quelque chose qui est épisodique, hein, un souvenir de quelque chose de précis, qu'avec le temps, ça devienne une connaissance générale, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, ça. Mais ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est ce que dit Tolving en disant que pour que ça devienne épisodique, il faut d'abord que ce soit sémantique. Et donc, en conséquence, comme c'est sériel, on peut avoir des acquisitions sémantiques sans formation de souvenirs. Alors, on revient à la pathologie, hein, puisque je vous parle de neuropsychologie aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe chez les patients amnésiques? Alors, je vous ai dit que les patients amnésiques, le patient amnésique, il ne va pas se souvenir qu'il a pris l'avion la semaine dernière, mais il sait que Toulouse, c'est la ville rose. Il sait que Rome, c'est la capitale de l'Italie. Ma démonstration, elle n'est pas bonne. Ma démonstration n'est pas bonne parce que le fait de ne pas savoir d'avoir pris l'avion la semaine dernière, c'est pas sur le même plan que de savoir que Rome, c'est la capitale de l'Italie. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Le patient amnésique, il a appris ça il y a très longtemps, avant d'être amnésique. Donc la démonstration n'est pas bonne. La démonstration, elle est bonne dans différentes conditions. Par exemple, si vous montrez qu'un patient amnésique est capable d'apprendre des connaissances nouvelles. D'accord? Le patient, il est amnésique, donc il ne se souvient pas des événements qu'il vit, et pourtant, il apprend des connaissances nouvelles. Et ça, c'est possible. Et c'est très important. Par exemple, certains patients amnésiques ont été capables d'apprendre des vocabulaires nouveaux qui étaient importants dans leur domaine de travail, ou même d'apprendre quasiment une langue nouvelle, sans se souvenir de comment ils ont appris cette langue nouvelle. Mais dans tous les cas, c'était fondé sur une expertise des sujets. C'était généralement des sujets qui étaient déjà doués dans un domaine ou experts dans un domaine. Et puis, je terminerai là-dessus. Il y a un article qui est paru il y a maintenant 5 ans, qui a fait qui a eu beaucoup de retentissement. C'est paru dans Science. Et puis ensuite, il y a eu des numéros spéciaux de revues consacrés à cet article. Ça concernait seulement 3 patients au début, puis après il y en a eu d'autres. Là, ce sont des enfants. Alors, sont des enfants, ça veut dire que ce sont des enfants qui ont eu des lésions pour des raisons diverses, hein, des lésions néonatales de cette fameuse région hippocampique. Puis on pourra s'arrêter là-dessus sur un fait, hein, qui va à l'appui de la théorie, parce que ça a beaucoup renforcé la théorie de Tolving. Le fait, il est le suivant. Ces patients, ces enfants, ils ont eu des lésions précoces de la région hippocampique. Puis sur le plan médical, les choses se sont bien passées.
ils ont évolué normalement. Premier fait qui est très intéressant sur le plan scientifique, c'est que les parents se sont aperçus que les enfants étaient amnésiques vers l'âge de 5-6 ans. Auparavant, leur développement semblait normal. Et puis après, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils oubliaient les événements, quoi. Ils ne se souvenaient pas des choses qui se passaient au jour le jour, comme les autres enfants. Et en même temps, eh bien, ces enfants-là, ils ont appris des tas de choses. Ils ont appris des tas de choses. Premièrement, ils ont appris le langage. Alors évidemment, vous pouvez me dire, le langage, ça n'a rien à voir avec la mémoire. Bien sûr, hein, je vais vous dire oui. Mais ce n'était pas quand même si évident que ça, a priori. Si on est amnésique, est-ce qu'on peut apprendre le langage? On m'aurait posé la question comme ça, je dois dire que je n'aurais pas su répondre. Ils ont appris le langage, ils ont appris des tas de connaissances sur le monde. Alors ça, c'est testé avec des épreuves. Vous savez, il y a des épreuves pour ça. Les psychologues font passer des épreuves. Ils ont des QI, les enfants, qui sont subnormaux. Ils ne sont pas forcément strictement normaux, mais ils sont subnormaux, quoi. Ils ne sont pas des enfants arriérés mentaux. Et pourtant, ils n'ont pas de mémoire. C'est assez étonnant. Des enfants qui n'ont pas de mémoire, et pourtant ils ont acquis des tas de connaissances sur le monde, et ils font un cursus scolaire, bon, ils sont aidés, hein, etc., mais ils font un cursus scolaire qui est subnormal. Donc vous voyez, si on revient à notre petit schéma théorique, puis je vous assure, je m'arrête là. Promis, dernière chose que je vous montre, eh bien ces enfants-là, donc les informations, elles rentrent dans leur mémoire, ils forment des tas de connaissances, et pourtant, ils ont une mémoire épisodique qui fonctionne très mal. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement déficiente. Mais vous voyez, on a bien cette traduction, hein, de cette idée qui est plus qu'une idée de Tolving, hein, puisqu'il a travaillé pendant toute sa vie et il a apporté des arguments expérimentaux, hein, que je ne détaille pas. Hein. Mais c'est une idée qui est vraiment intéressante, quoi, parce qu'elle va à l'encontre du sens commun. Hein. Je pense que quand on réfléchit à la mémoire, on pense plutôt à ça qu'à ça. Et là, on a une traduction avec ces enfants de Varga-Kadem là, qui est vraiment très intéressante. Voilà, bon, il y a encore plein de choses à dire, hein, vous imaginez. Premièrement, j'en garde pour la semaine prochaine. Hein, on reviendra sur tout ça quand on parlera d'imagerie cérébrale, parce que l'imagerie cérébrale toute seule, ça n'a aucun intérêt. Hein, ça a d'intérêt que quand on a des idées, hein, à la fois théoriques ou cliniques, quand il s'agit de patients. Mais bon, je m'arrête là pour répondre à vos questions ou essayer d'y répondre. Merci de votre attention.